Bonjour, je suis Claire Barillet, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Lille et je suis spécialiste en histoire de la santé. Je vais vous parler aujourd'hui des pandémies et des prophylaxies à travers les âges. Donc, comme avant elle, la peste, le choléra ou la grippe, l'épidémie de Covid s'inscrit dans la lignée des maladies infectieuses dont l'extension fait peser un risque sur la société si elle n'est pas jugulée. Le phénomène épidémique, dont la brutalité de sa survenue a toujours été considérée comme une épreuve majeure qui s'exerce sur les sociétés et qui exerce sur celles-ci un facteur de dislocation sociale. C'est la contagion que l'on observait empiriquement par le passé, même si l'on n'en connaissait pas la cause ni l'agent responsable, qui est en jeu et qui donne à l'épidémie son grade haut placé dans l'échelle des risques sociaux. Car s'abstenir d'agir vaut expansion de l'épidémie ou de la pandémie, au rythme d'une progression exponentielle dans bien des cas et menace de catastrophes démographiques. Or, en l'absence de moyens thérapeutiques et de prophylaxie vaccinale, il ne reste que les moyens les plus frustes dont les sociétés anciennes ont fait usage: confinement, quarantaine, limitation de circulation, et dont les coûts économiques et sociaux sont les plus lourds. Comment la maladie contagieuse a-t-elle été domptée, maîtrisée? Quelles sont les grandes étapes de cette domestication de la maladie par les hommes? Quelles mesures sanitaires étaient prises en fonction des connaissances ou des méconnaissances de la maladie? Quelles priorités étaient faites et avec quelles conséquences sur les populations? Alors, pour répondre à ces questions, on articulera ce propos assez général en deux points. D'une part, les épidémies comme fatalité, et puis, dans un deuxième temps, les épidémies maîtrisées à partir du 19e siècle pour aller vite. Et tout d'abord, les épidémies comme fatalité. Et premier point, du temps de la peste à celui de la lèpre, voyons d'abord dans un premier temps les premières grandes pandémies qui affectent les sociétés à partir du Moyen Âge, en distinguant d'une part la lèpre et d'autre part la peste. Le Moyen Âge occidental a été marqué par l'épidémie de lèpre, importée d'Orient durant le Haut Moyen Âge et largement diffusée au XIe siècle au cours des croisades. Elle sévit en Europe jusqu'au XIVe siècle et elle disparaît dans les années 1410-1430 sans qu'on puisse donner d'explication décisive à ce phénomène. Même si des traces subsistent en Norvège jusqu'au XIXe siècle, elle est pratiquement absente à partir du XVe siècle. Les symptômes de la maladie sont identifiables sous deux formes. La première, c'est la forme tuberculoïde, qui se manifeste par des taches cutanées, anesthésiques. Elle infiltre et entame les nerfs, paralyse et atrophie les extrémités du corps et évolue durant 20 ou 30 ans. La deuxième forme est la forme lépromateuse. Elle se traduit par des nodules qui infiltrent la peau. Cette forme est plus rapide et débouche en 2 ou 3 ans sur la mort. D'abord discrète, les deux formes dont on a toujours reconnu le caractère contagieux aboutissent à une véritable autodestruction du corps. Au Concile de Latran, en 1179, on détaille les mesures prophylactiques reprises dans les ordonnances du pouvoir royal et abondamment décrites. Ces mesures consistent en l'expertise des cas suspects, l'exclusion des lépreux de la vie sociale, des rituels ecclésiastiques de séparation apparentés à l'office des morts, et bien souvent un enfermement à vie dans les léproseries, avec parfois une privation de capacités civiles. Parallèlement, il est courant que les lépreux soient l'objet d'accusations diverses, notamment d'empoisonner en temps de peste les sources et les puits. La peste, quant à elle, est connue depuis l'Antiquité et le Haut Moyen Âge. Elle avait disparu depuis le milieu du 8e siècle et elle réapparaît brutalement dans les années 1340, d'abord en Asie centrale, d'où elle atteint la mer du Nord par les comptoirs de Crimée, en contact avec l'Occident. En 1348, elle est à Marseille, et à partir des ports, c'est toute l'Europe occidentale qui est rapidement envahie. C'est la grande épidémie de peste dite noire, en raison des plaques gangréneuses noirâtres qui, développaient sur la peau des malades, qui se développaient sur la peau des malades autour des piqûres de puces. On admet généralement qu'en l'espace de 3 ou 4 ans, l'Europe fut ainsi privée d'environ d'un tiers à la moitié de sa population. Catastrophe démographique sans précédent. La diffusion de l'épidémie s'est effectuée selon deux modes: maritime, sur de très longues distances, terrestre, depuis les côtes vers l'intérieur des terres. Cette progression est rythmée par les saisons. Elle s'arrête ou diminue sensiblement à la saison froide, reprend de sa vigueur au printemps. Elle s'accélère le long de grands axes de communication, comme à la descente des fleuves, ou ralentit sur les routes secondaires.
Archétype mythique de la pandémie, la Grande Peste n'a pas eu à proprement parler de fin. Désormais, et pour plusieurs siècles, l'Europe occidentale subit les attaques de la peste chaque année et en plusieurs lieux. On peut néanmoins distinguer deux zones. Un ensemble nord-occidental qui regroupe la quasi-totalité des pays européens, à l'exception des Balkans et du sud de l'Ukraine, où la maladie ne se maintient pas de façon durable, et une zone sud-orientale qui associe pays méditerranéens allant du Maghreb à l'Ukraine et aux Balkans en passant par le Levant. La dernière épidémie en 1842 marque la fin de la peste en Occident. Là encore, il est impossible de fournir une explication unique et décisive de cette disparition. Beaucoup de facteurs ont été invoqués, certains ayant pu jouer simultanément. Résultat de mesures de prophylaxie sanitaire, changements intervenus dans le climat, croisement d'immunité, progrès de l'hygiène, mutation des espèces murines, c'est-à-dire des rats et des souris. En France, le mal sévit, qui, compte tenu des chiffres de mortalité qu'on peut lui être attribués, va malgré tout décroissant. On a ainsi une suite ininterrompue d'épidémies jusqu'en 1670, avant la crise isolée et ultime qui affecte la Provence en 1720-1722. 1630 marque, après 1348, la seconde date à retenir. C'est pour la France la dernière époque où la peste sévit à l'échelle nationale et s'ajoute à d'autres phénomènes calamiteux. Cette seule année, plus de 100 localités sont atteintes, alors que le mal régresse nettement après 1640 pour disparaître quasiment à partir de 1670. Alors, quels moyens sont mis en œuvre pour combattre la peste? On va voir que ces moyens sont assez inégaux. Partons d'abord des manifestations cliniques de la peste qui, au sens propre, n'est pas une maladie humaine, mais une maladie des rongeurs, incidemment transmissible à l'homme. Ces manifestations semblent en effet moins importantes que le caractère massif de ces ravages. En effet, le bacille de la peste, découvert par Yersin en 1894, a une action aussi rapide que violente. Il nécrose les cellules, obture les capillaires, infiltre les ganglions et les filets nerveux. La peste peut avoir deux formes, bubonique ou pulmonaire. Dans la forme bubonique, il faut une piqûre de puce infectée qui se nécrose rapidement, formant le charbon, tandis que la température s'élève. Au deuxième ou troisième jour apparaît le bubon, gonflement ganglionnaire qui s'accompagne de troubles nerveux, psychiques et digestifs. On estime à 2% les décès immédiats, 30 à 40% dans les 2 premiers jours, 50 à 55% ceux de la première semaine. Dans certains cas, et c'est la peste pulmonaire, on observe l'ouverture secondaire d'un abcès pulmonaire et par la toux du malade, la transmission du bacille se conduit par voie aérienne. Cette peste pulmonaire a un caractère encore plus foudroyant car elle emporte ses victimes en 2 à 3 jours. Il faut noter le caractère essentiellement urbain de l'histoire de la peste, en rappelant notamment les témoignages sur la peste de 1576 à Milan, celle de 1664-65 à Londres, celle de 1743 à Messine. Il faut cependant nuancer cette approche car sous l'Ancien Régime, le fait urbain est encore très minoritaire et ne concernait que 15% de la population au XVIIe siècle et 20% à la fin du XVIIIe siècle. Les villes impliquent souvent des murailles qui certes assurent sa sécurité, mais sont aussi une cause de mortalité car elles facilitent les entassements de population propices à la contagion. Les mesures prises sont d'ordre divers. Tout d'abord, il appartient aux magistrats urbains de prendre les mesures préventives dès l'annonce de l'épidémie. Interdiction de tout commerce avec les lieux infectés ou soupçonnés, garde aux portes de la ville et nécessité pour accéder à la cité de produire des billets de santé justifiant une provenance saine. Organisation d'un bureau de santé, organisme à vocation sanitaire, attention portée à la propreté de la ville par l'élimination des eaux croupissantes, dont les exhalaisons sont considérées comme un vecteur de contagion, expulsion ou enfermement des pauvres, la misère étant une autre cause d'épidémie, prohibition des rassemblements, foires, marchés, cérémonies religieuses, empiriquement reconnus comme dangereux, enfin, profusion de tous les secours nécessaires, vivres et médicaments. Une fois l'épidémie déclarée, il faut isoler les malades et ceux qui ont été en contact avec eux, soit dans leur maison, soit dans des lieux spéciaux, les lazarets. Les maisons contaminées sont marquées d'un signe distinctif, gardées et parfois murées. Des quartiers entiers peuvent être mis en quarantaine.
Les soins médicaux sont de deux ordres. On peut distinguer d'une part les mesures préventives recommandées par le corps médical ignorant de la nature du mal et de son mode de transmission, et qui consistent à fuir les lieux malsains, purifier l'air par le feu ou des parfums, se garder d'absorber de mauvais aliments, conserver un bon moral. Les soins curatifs sont divers et se distinguent mal des remèdes des charlatans, cordiaux, emplâtres sur les bubons, bouillons et n'ont guère d'effet en général. Certaines régions étaient exposées à un risque permanent, celui de l'introduction de la peste par voie maritime. Là, des institutions sanitaires, les bureaux de santé permanents, faisaient de la peste et de sa prévention une composante de la vie quotidienne. Marseille en est un exemple achevé. Des délégués à la santé sont mentionnés dès 1472-1473 et ils deviennent ensuite les membres d'une institution permanente. Au XVIIIe siècle, le système fonctionnait ainsi. Tout capitaine de bâtiment arrivant à Marseille devait se présenter par maire aux intendants de santé siégeant à l'entrée du port dans un bâtiment appelé la consigne pour déclarer sous serment la provenance ainsi que tout incident sanitaire survenu à son bord. Tout navire arrivant du Levant ou d'un lieu suspect devait s'arrêter aux îles du Frioul au large du port pour y subir la quarantaine fixée par les intendants en fonction de la déclaration du capitaine. Passagers et marchandises étaient débarqués au lazaret. Les bâtiments étaient distingués selon la patente de santé visée à chaque escale, dont ils étaient les détenteurs. Celle-ci était soit nette, départ et escale en pays sain, soit touchée ou soupçonnée, départ ou escale dans un pays en contact ou une zone contaminée, soit brute, contact direct avec un pays contaminé. Le traitement à l'arrivée était normalement fonction de la patente. Alors, à côté de la lèpre et de la peste, l'Ancien Régime a connu également d'autres maux, puisque la peste n'est pas la seule à affecter les sociétés. Dysenterie, fièvre et paludisme sévissaient en permanence. On peut distinguer par leur caractère massif et significatif en termes d'épidémiologie ceux de la syphilis et de la variole. La syphilis est vraisemblablement venue du Nouveau Monde. Le tréponème de la syphilis aurait été introduit par des mercenaires espagnols. C'est au XVIe siècle que la maladie se répand en Europe par voie vénérienne, avec une gravité qui s'atténue ensuite. Appelée mal de Naples et rapportée en France en 1495 par les armées des guerres d'Italie, la grande vérole a une aura sulfureuse et participe de la crainte de l'autre. Les traitements utilisés mélangeaient sudation, mercure, gaillac, un bois exotique aux vertus thérapeutiques, arsenic, avec de nombreux effets secondaires. Au XVIIIe siècle, se développent les préservatifs en matière animale, jusqu'à ce que la vulcanisation du caoutchouc en 1839 permette l'usage plus fiable du latex. Il est vrai qu'on rangeait sous l'appellation de grosse vérole un ensemble indéterminé de maladies vénériennes, bien que la description clinique de la syphilis ait été parfaitement correcte dès le XVIe siècle. En 1786-89, 600 syphilitiques sont hospitalisés à Paris, où il en meurt une centaine tous les ans. À la même époque, le dogme de l'unicité d'une maladie vénérienne unique fut mis à mal par une série de découvertes. Dès 1767, Balfour avait distingué gonorrhée et syphilis. En 1879 fut identifié le gonocoque, responsable de la blénorragie, restreignant le champ de la syphilis. Et ce n'est qu'en 1905 que Scheudin et Hoffmann découvrent le tréponème pâle, la bactérie responsable de la transmission de la syphilis. La variole, ou petite vérole, aurait été importée d'Orient par les Sarrasins au 7e siècle. Sa diffusion à partir du 16e siècle en Amérique centrale et aux Antilles, son extension au XVIIe siècle à l'Amérique du Nord et à l'Afrique australe, et au XVIIIe siècle à l'Amérique du Sud et au Groenland, a eu des effets catastrophiques. En Europe, la maladie, à l'origine assimilée aux fièvres pestilentielles, est nettement distinguée à partir du XVIIe siècle. Elle est en fait alors la maladie infectieuse de loin la plus meurtrière, spectaculaire et plus diffuse. Elle tue pourtant 2 fois plus que la peste, soit 8 à 10% de la population au siècle des Lumières. Elle est constante et lancinante, banale même. Elle élimine silencieusement les générations à la base sans sabrer dans la masse. Les traitements médicaux mis en œuvre se caractérisent autant par leur caractère contradictoire, méthode échauffante versus méthode rafraîchissante, que par leur égale inefficacité thérapeutique. Au XVIIIe siècle, les contemporains estiment que le quart de la population est concernée, tuée ou défigurée. La variole est alors trop intégrée à la vie quotidienne pour souffrir des mesures d'exception.
Restait toutefois l'horreur causée par la maladie, l'infection pestilentielle dégagée par les malades et les stigmates multiples qui en résultaient, dont les visages grêlés sont très souvent mentionnés, et le nombre de porteurs de séquelles était sensiblement équivalent à celui des morts. Fièvre éruptive, la maladie prenait des formes multiples. À une incubation de 12 à 14 jours succédait une phase d'invasion de 4 jours, se traduisant par un état de malaise et de fièvre. Puis venait l'éruption débutant au visage et s'étendant à tout le corps. La suppuration, phase la plus dangereuse, et enfin, vers le 12e-14e jour, la dessiccation. En cas de vérole confluente, la maladie était beaucoup plus violente, avec atteinte des organes internes. L'absence de mesures prophylactiques était générale. L'isolement des malades n'était possible que dans la haute société. L'usage était alors que l'épouse s'enferme avec son mari dès le début de la maladie, et les cas sont nombreux de morts conjointes. Avec l'amélioration du niveau de vie, le progrès des connaissances médicales et les nouvelles découvertes bactériologiques, peut-on dire dans un deuxième temps que les épidémies sont maîtrisées au XIXe siècle. Il convient de souligner tout d'abord qu'on connaît désormais de nouveaux moyens de lutte, au premier rang desquels on peut mentionner tout d'abord l'inoculation. On avait en effet constaté que la variole n'attaquait pratiquement jamais 2 fois la même personne et que la contracter sous forme bénigne permettait de la domestiquer. Cette constatation empirique entraîna une pratique de même nature, issue des milieux populaires, médicalisée en Grande-Bretagne en 1721 à l'initiative de Lady Wortley Montagu, de retour de Constantinople. En France, la première inoculation fut effectuée en 1755 par Tenon. Cette inoculation restait pourtant fort aléatoire, avec une probabilité de décès de l'ordre de 1 sur 50 à 1 sur 250, et véhiculait un germe qui, même bénin, risquait d'aboutir à une multiplication de foyers épidémiques. Malgré de nouveaux essais, une telle pratique ne put jamais être appliquée à d'autres maladies, inhérentes à la variole. L'inoculation constitue un moment fondamental de la lutte contre les épidémies, puisqu'elle figure un complet renversement d'attitude. De la phase passive de la lutte par le cantonnement sanitaire, on passe à une attitude active et préventive efficace. Dès la fin du XVIIIe siècle, le système est notablement amélioré. En 1796, Edward Jenner inocule le cowpox des vaches de Gloucester, la petite vérole bovine. Peu à peu, la vaccine conquiert le monde. Elle est implantée en France en 1800 et aux initiatives individuelles succède rapidement une action massive unissant médecine et administration d'une véritable croisade. En 1808, 2,5 millions de Français sont vaccinés, puis la nouvelle pratique s'étend à l'Europe et part à la conquête du monde. Ce n'est qu'en 1952 seulement qu'on put observer le virus de la variole et mettre en évidence sa conformation analogue à celle du virus du vaccin. Il ne faudrait cependant pas conclure à une disparition immédiate. Si la mortalité endémique s'effondre effectivement des 9 dixièmes pour descendre à 2000 à 3500 morts dans la seconde moitié du XIXe siècle, la généralisation du vaccin n'est pas immédiate et les revaccinations sont souvent oubliées. Les retours offensifs du virus de la variole demeurent nombreux à partir des années 1840-1850. Le cas le plus célèbre étant celui des années 1870-71 à la suite de la démobilisation des troupes franco-prussiennes. La maladie aurait tué 400 à 500 000 individus rien que pour la France. Mais à plus long terme, c'est la victoire de l'éradication complète de la variole qui sera en 1980 la première maladie contagieuse à disparaître de la planète. Voyons maintenant la résurgence épidémique liée au choléra et l'influence de la révolution pasteurienne. Avant même la découverte des microbes par Pasteur, l'Europe fut secouée par une pandémie ancienne et déjà connue, le choléra, mais qui connut un développement sans précédent en raison de l'industrialisation et de l'expansion commerciale du XIXe siècle. Il s'agit d'une toxi-infection brutale et spectaculaire, se manifestant par des diarrhées et des vomissements, entraînant une déshydratation intense. L'aspect cyanosé des malades frappe de terreur et fait du choléra une peur bleue. Le choléra ressuscite les anciennes institutions sanitaires mises en place pour la peste, ainsi que le débat entre contagionnistes et anticontagionnistes. Il évolue au rythme de pandémies touchant des continents entiers. On estime que l'épidémie de 1832 a fait environ 20 000 morts à Paris et sans doute 100 000 morts sur l'ensemble du territoire. Il réapparaît en 1848-49
en 1853-1854 pour la vague la plus meurtrière du siècle, 150 000 morts, et revient plus sporadiquement jusqu'en 1910-1911. Le choléra apparaît comme une maladie de pauvres et ses ravages dans les classes défavorisées s'accompagnent de manifestations de haine politique et sociale. Empiriquement, on soupçonne le rôle joué par les eaux souillées dans sa propagation et on se protège en faisant bouillir eau de boisson et légumes. Les médecins ressortent la panoplie des soins traditionnels et administrent des astringents en boisson ou clistères, des toniques, des révulsifs, voire des laxatifs. Seule en fait une réhydratation précoce et intensive s'avère être efficace. Le vibrion colérique est identifié par Koch en 1884 et un premier vaccin est mis au point en 1892. Avec le choléra, on a affaire aux dernières manifestations épidémiques que l'on peut qualifier du type d'Ancien Régime. À la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, les grandes vagues de mortalité n'ont pas disparu. Variole et choléra continuent de tuer. La grippe espagnole exerce ses ravages en 1918. Pourtant, le climat est différent. L'amélioration générale du niveau de vie, des conditions d'hygiène et de nourriture permettent de faire de l'épidémie un phénomène archaïque. Mais la grande rupture dans la conception des maladies est due à Louis Pasteur, chimiste français, et à Robert Koch en Allemagne. Ce sont eux qui parviennent à la connaissance scientifique de l'agent contagieux et permettent de fonder une discipline nouvelle, la microbiologie. Les travaux de Pasteur sur la maladie des vers à soie et sur le charbon des ovins lui permirent de montrer que les maladies contagieuses étaient dues à des corpuscules vivants, les microbes. Ces travaux sur la rage et sur le choléra des poules permirent la mise au point de vaccins atténués, permettant le développement à grande échelle de la lutte préventive qui permet de faire reculer durablement les grandes épidémies. Malgré des errements, les progrès en matière d'hygiène publique et de médecine, surtout préventive, continuent au lent recul des épidémies et des pandémies qui frappent les populations européennes au XIXe siècle et dans la première moitié du XXe siècle. On peut se demander si ce recul n'est pas plutôt à mettre en relation directe avec l'amélioration du régime alimentaire de ces populations. L'application à partir de 1945 de nouvelles thérapies, pénicilline, sulfamide, joue également un rôle capital dans l'éradication des grandes maladies, de même que des thérapies spécifiques permettent aujourd'hui de lutter efficacement contre le sida, apparu au début des années 1980. La situation actuelle des pays pauvres, notamment en Afrique, confirme la leçon de l'histoire de l'Europe au cours des derniers siècles, résumée dans cette phrase de Patrice Bourdelet: la pauvreté est antagoniste de la bonne santé. Pour conclure, si les pandémies n'ont pas disparu, les études sur le temps long permettent de restituer et de remettre en perspective la crise sanitaire actuelle. Même démunis, les individus ont toujours combattu, lutté contre ces fléaux qui furent de mieux en mieux connus, partiellement maîtrisés, voire éradiqués comme dans le cas de la variole. La mise au point relativement rapide d'un vaccin contre le SARS-CoV-2 témoigne de nos capacités d'adaptation et augure à moyen terme d'une victoire contre cette dernière pandémie.